Alors je vais vous montrer le système de développement en noir et blanc. On va faire ça sur plusieurs photos, donc je vais vous en amener une ici qui présente un intérêt puisqu'elle est très colorée. Et vous pouvez vous poser la question, alors pourquoi diable il nous amène une photo dont l'intérêt c'est qu'elle est très colorée alors qu'on va faire du noir et blanc? Eh bien parce qu'en fait c'est tout simple, pour créer du noir et blanc vous avez besoin de la couleur. C'est en fait chaque couche de couleur, alors quand je dis couche c'est pas dans le sens couleur primaire informatique rouge vert bleu, c'est dans le sens en réalité couleur au sens artistique, c'est-à-dire le rouge, l'orange, le jaune, on les voit ici dans le panneau TSL, plutôt des notions photographiques plutôt que scientifiques. Ces couleurs vont être converties dans un niveau de gris qui pourra être plus ou moins clair ou plus foncé. Ça veut dire que cette photo, une fois convertie en noir et blanc avec l'outil NB, eh bien en fait on va pouvoir agir sur toutes les couches de couleurs qui étaient là avant, à l'origine, pour dire telle couleur va devenir un gris qui est plus clair ou un gris qui est plus foncé. Donc ici évidemment sur le pain on va avoir le jaune et l'orange qui vont beaucoup agir. Donc on peut rendre le pain par exemple plus clair et dire au vert au contraire d'être un petit peu plus foncé. Et c'est en l'occurrence d'autres ingrédients qui vont bouger. Et puis le bleu qui était présent en arrière-plan, vous voyez qu'on peut le foncer pour donner par exemple un arrière-plan très foncé. Ou on peut au contraire faire sortir un peu plus la couleur du pain et sa texture en fonçant le orange et le jaune. Et vous voyez que du coup je peux construire des noirs et blancs très très différents, simplement avec quelques glissés déposés. Et c'est très pratique parce que du coup on peut se laisser guider un petit peu à l'inspiration et obtenir des résultats qui varient en fonction de la photo d'origine. Cependant, il faut faire un peu attention lorsqu'on fait le grand écart. Par exemple, regardez ici quand je zoome, je me rends compte que j'ai une espèce de frange entre deux couleurs qui sont très proches, mais dont on a dit qu'elle serait une très claire et l'autre très foncée. Alors je vais prendre un autre exemple, la photo qu'on a développée dans ce chapitre sur la retouche de mode. Mais par exemple ici, évidemment, cette photo va être intéressante en noir et blanc. Pourquoi? Parce qu'il y a du bleu, et ce bleu va pouvoir devenir ou très foncé, ou très clair. En l'occurrence, lorsqu'il va devenir très clair, regardez ce qui commence à apparaître. Eh bien, on commence à avoir des petits liserés sur, par exemple ici, le bord des mains. Car en fait, là, on est directement sur la couche orange, qui, elle, vous le voyez ici, est restée finalement assez grise. Et lui, le bleu, il est à fond, il est devenu blanc. On peut faire normalement la même chose de l'autre côté, quand on va mettre un bleu à moins 100. On va se retrouver, vous le voyez ici, on va zoomer, avec une petite frange qui va être très claire, qui va être blanche. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ce orange, lui, il est resté plutôt clair. Regardez, si on baisse le orange maintenant, et le jaune, on voit qu'on peut arriver à essayer de rattraper le coup. Et encore, ça va plutôt marcher d'ailleurs. Là, on le voit très bien maintenant, la frange, mais hop, si on éclaire le bleu, regardez, on va avoir un vrai clash entre les deux. Et maintenant, on a une frange grise. Donc, quoi qu'il arrive, quand j'ai un grand écart comme ça, une couleur qui est très foncée avec une autre à côté qui est très claire, eh bien, ça va poser un problème. Donc, on va remettre à 0 en double-cliquant sur mélange noir et blanc. Alors, cette fois-ci, il met tout à 0, c'est-à-dire toutes les glissières. Vous remarquez que j'ai un peu de couleur sur cette photo parce que j'ai utilisé des retouches locales qui font appel à de la couleur, notamment pour la peau et pour les lèvres. Donc on va revenir au tout début. Alors, vous voyez, quand on descend le orange, c'est vraiment pas joli sur la peau. Et en l'occurrence, c'est dommage parce que bon, la conversion d'origine plus le bleu très clair, ça marche pas mal. Ça fait un fond assez laiteux, un petit peu irréel. Et là, on a la conversion d'origine. Et je vais revenir à l'image juste avant. Je vais créer un instantané pour appeler ça version couleur 1. Donc l'instantané permet de figer un état du développement. Donc tout bêtement, sur le panneau à gauche, instantané, version couleur 1, cliquez sur créer, poum, voilà. Et on va faire un NB. Et alors avant de cliquer sur l'instantané et dire version noir et blanc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le pinceau et je vais aller chercher les pastilles où j'ai de la couleur. Parce que si c'est un noir et blanc, on n'a pas envie d'incruster... Alors je pense que ça doit être, voilà, 1 ici, hop, 0, et puis c'est ça, voilà. Donc là maintenant on a un vrai noir et blanc qui marche pas mal d'origine. Vous voyez que la conversion de base de Lightroom nous permet d'avoir là, par exemple, quand on recadre en portrait, ça marche pas mal. Et on peut jouer un petit peu, bien entendu, je suis pas en train de vous dire que du coup on peut rien faire, mais les écarts trop extrêmes vont poser des problèmes avec des franges. Là par exemple on peut foncer un petit peu, on va attendre ici, mais il y a quand même, vous le voyez, encore une fois une frange sur la partie basse de la main, malheureusement. On va pouvoir éclairer, normalement ici ça devrait peut-être marcher un peu mieux, mais il y aura peut-être une frange sur la partie haute, une fois qu'on aura fait le rendu. Ah, encore que là ça passe. Donc vous voyez là, on va avoir un rendu argenté assez sympa, qu'on va peut-être pouvoir contraster un tout petit peu.
Voilà. Et on finit avec une photo qui marche pas mal. Regardez, si on fait le avant-après, entre la version d'origine et la version noir et blanc, on va plutôt comparer, nous, entre la version développée. Donc ça veut dire juste avant la conversion en noir et blanc, voilà. On va mettre clic droit, copier les paramètres d'historique vers la photo avant, ce qui permet en fait de faire une comparaison entre deux états du développement que l'on souhaite, et non pas depuis le tout début, parce que là je compare avec le tout début de la photo, donc avec le brut, donc c'est pas très intéressant. Donc voilà, je vais vraiment comparer maintenant, une fois qu'il aura fini le rendu. Hop là, voilà. On va appuyer sur Tab, on va cacher la pellicule en bas, et maintenant on a un vrai avant-après, en tout cas une vraie comparaison de la version couleur et de la version noir et blanc. Donc on va revenir sur la grille, et on va faire un petit paysage ici avec la tour Eiffel, donc développement. Donc sur cette photo, il n'y a absolument rien de fait. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement envoyer un peu de lumière, parce que ça rentre en compte dans le noir et blanc. Regardez, si on fait un noir et blanc, je vais annuler l'exposition, si on fait un noir et blanc maintenant, donc avec absolument aucune retouche sur notre photo, on va créer un instantané, on va appeler ça noir et blanc après photo de base. Et maintenant je vais enlever le noir et blanc, je vais faire quelques retouches. Hop, je vais revenir sur TSL, donc version couleur, je vais faire quelques retouches de lumière, de contraste, de clarté. Voilà, tout de suite vous voyez, on fait sortir du détail, on va déboucher un petit peu les ombres pour faire ça, pour avoir une belle tour Eiffel. Et maintenant on va faire NB pour passer en noir et blanc. Et bien comme vous le voyez, on va faire un petit instantané pour dire noir et blanc après réglage de base, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. On clique sur créer et regardez, on va pouvoir comparer le avant et le après. Donc ça veut dire que tous les réglages que vous faites dans le panneau réglage de base ont une incidence une fois qu'on a converti en noir et blanc. Par contre, et c'est là où c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre, c'est que si vous faites des réglages de couleur en TSL, par exemple vous dites au bleu, j'ai envie que le bleu se sature beaucoup. En fait, quand vous convertissez en noir et blanc, le résultat vous voyez est strictement le même. Donc peu importe ce que vous faites en TSL, à l'instant où vous convertissez en noir et blanc, il ne se base pas sur la couleur après réglage en TSL, il se base sur la couleur du fichier brut. En tout cas, de tout sauf le panneau TSL. Donc c'est un tout petit peu frustrant parce qu'on pourrait se dire, il pourrait se baser là-dessus, il pourrait se baser par exemple ici sur le jaune, il pourrait regarder surtout se baser, si j'éclaire le jaune, l'orange et le bleu, voilà, il pourrait se baser sur un bleu plus foncé pour avoir un noir et blanc qui a un peu plus de contraste sur le bleu. Ben non, en fait, vous voyez, ça n'a encore rien changé. Donc tout ce qui se passe dans TSL en couleur n'a aucune incidence sur le noir et blanc. Ça, c'est très important de le garder à l'esprit. Par contre, regardez dans noir et blanc après réglage de base. Si maintenant je reviens dans réglage de base, évidemment l'exposition a une incidence, évidemment le contraste a une incidence, et évidemment la clarté en a une aussi. Donc si on veut faire une image avec beaucoup de détails, on va faire exploser la clarté. Et puis, pour avoir un bleu vraiment bleu, on va prendre le bleu et le foncé, ce qui va avoir du coup en noir et blanc un ciel un petit peu plus menaçant. Et là, on a une belle photo de la tour Eiffel avec plein de détails qui fourmillent d'un peu partout, et donc ça marche particulièrement bien. Donc il faut vraiment garder à l'esprit qu'on convertit en noir et blanc d'après la couleur, et que la couleur qui a été faite dans le TSL n'a aucune incidence. Par contre, la lumière d'origine a beaucoup d'incidence, et donc je vous encourage vivement à utiliser les réglages de base en premier lieu pour avoir déjà une belle image en couleur, et après passer en noir et blanc. Ce qui ne vous empêche pas, comme on vient de le faire, de revenir ensuite sur les réglages de base pour faire quelques petits ajustements. Donc ça, ce sont des noirs et blancs entre guillemets normaux, même si ça ne veut pas dire grand chose. On peut bien entendu faire des noirs et blancs teintés. On peut les faire de plusieurs manières différentes. La première méthode, ce sera d'aller, et je vous en ai déjà parlé dans le module développement, d'aller dans le virage partiel, c'est-à-dire on va teinter les hautes lumières et les basses lumières différemment. Donc par exemple ici, je vais avoir des hautes lumières un petit peu orangées et des ombres un petit peu bleutées, avec plus ou moins de saturation, c'est à moi de choisir évidemment. Avec du coup peut-être une prépondérance plutôt pour les tons foncés ou plutôt pour les tons clairs, donc en l'occurrence ici plutôt bleu ou plutôt orange, et c'est à vous de doser le mélange entre les deux. Donc là on va pouvoir produire des images avec un caractère, un cachet très rétro, faire quasiment de l'Instagram en fait, si vous mettez derrière en plus de ça. Donc hop, au passage on va activer le profil de correction et l'aberration chromatique. On peut envoyer un petit vignettage, et là on est carrément dans Instagram.
pour faire ce qu'on appelle en anglais du cross-process, ou du développement croisé en français. Alors en anglais, virage partiel, c'est split toning, donc tous ces mots-là, si vous les voyez, ça veut plus ou moins dire la même chose. En gros, ça veut dire teinter les hautes lumières, ce qui est clair, vulgairement, d'une couleur différente de ce qui est foncé, c'est-à-dire les basses lumières ou les ombres. Et ça permet de faire des images très créatives. Ça aura toujours forcément une connotation rétro, vintage, ce genre de choses, puisque forcément on a tous en tête les images qui ont un petit peu vieilli en noir et blanc, ou qui ont été teintées par exemple avec du sépia ou ce genre de choses. Donc c'est comme ça qu'on fait un noir et blanc teinté. Donc par exemple cette image je peux l'appeler version vintage 1. Alors je peux très bien annuler mon virage partiel. Alors pour ce faire il faut mettre saturation 0 et 0 pour revenir au vrai noir et blanc, entre guillemets toujours. Et ce qu'on peut faire, c'est utiliser la courbe des tonalités ici en choisissant une couche. On peut dire, bah tiens, je vais prendre le bleu, et je vais monter, oups là, attention, le bleu dans les noirs. Donc il faut bien prendre le point en bas à gauche. Là j'ai pris un point juste à côté, ce qui fait qu'en montant la souris, ça m'a fait sortir la courbe. La courbe, c'est pas ce que je voulais. Donc là maintenant j'ai du bleu dans les ombres, puisque j'ai fait monter, vous voyez ici dans les points noirs, des bleus. On va prendre le rouge, et si je décale le rouge, je vais avoir maintenant du rouge dans les tons clairs, et on aura teinté notre image. On peut faire la même chose un petit peu en S. Là aussi, si on veut faire du split toning, ça va faire exactement le même effet. Je vais revenir dans les bleus, et je vais pouvoir faire un S là aussi, en montant un petit peu dans les ombres, en descendant un petit peu dans les tons clairs, et regardez, je retombe quasiment sur ce que j'avais fait en fait avec le split toning, c'est-à-dire du orangé, magenta pour les hautes lumières et du bleu pour les basses lumières. On va comparer d'ailleurs, on va mettre version vintage 2, et puis regardez, on peut comparer. Voilà, c'était pas tout à fait pareil, j'ai poussé un petit peu plus au niveau des hautes lumières, au niveau du rouge, mais on a produit différentes versions. Donc juste un petit mot en ce qui concerne les différentes versions. Si vous voulez vraiment avoir différentes versions dans votre catalogue, ici j'ai qu'une seule photo. Ce qu'on peut faire, c'est créer des copies virtuelles, donc faire un clic droit et dire créer une copie virtuelle. Je vais même le faire 2 fois. Et puis je vais retourner dans développement, même si je ne suis pas spécifiquement obligé, mais du coup mes copies virtuelles étant réalisées depuis la première, elles partagent toutes les mêmes les instantanés, donc on va pouvoir dire, on va sortir la pellicule d'ailleurs, hop, on va pouvoir dire cette version elle est en noir et blanc, cette version, et en l'occurrence elle est en noir et blanc, j'avais pas mis à jour mon instantané, mais je vais mettre à jour, en tout cas au moins le bleu, voilà, hop, donc j'ai cette version, j'ai une version avec version vintage 1, et j'ai une deuxième version de vintage 2. Et du coup, ça permet quand on revient sur la grille en appuyant sur G, en sélectionnant nos 3 photos et en utilisant le mode ensemble, qui va nous permettre de les comparer. J'appuie sur Tab, j'ai maintenant sous les yeux les 3 versions de mon développement que je peux présenter. Je ne sais pas si je suis en train de travailler pour un client, pour faire des cartes postales, ou pour un catalogue, ou pour un catalogue de voyage, ou une agence de voyage pour Paris, je ne sais pas, à vous d'imaginer. Vous pouvez présenter les 3 versions facilement à votre client, et après essayer de coordonner ça avec ce que je vous montre dans le module sur le web, par exemple pour créer une galerie web et montrer à votre client en passant par un site web, en passant par le module diaporama. Si vous voulez créer des présentations, quand vous présentez à votre client chez le client sur un projecteur, hop, ça va faire défiler toutes les photos dans un diaporama. Tout ça à partir de différentes versions que vous avez créées grâce aux copies virtuelles. Donc c'est vraiment très pratique. Sur le disque dur, il n'y a toujours qu'un seul fichier qui tourne, le fichier n'est pas physiquement dupliqué. Et donc je vous montre ça à l'occasion du noir et blanc, parce que c'est typiquement le genre de cas où on va produire plusieurs versions, parce qu'il y a vraiment plein de façons différentes de développer une photo, et on vient de voir à l'instant qu'il y a plusieurs façons différentes de créer du noir et blanc.